Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le grand rendez-vous. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 janvier 2019. Que nous réserve le ciel demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Bonsoir aux populations de Sakété dans le plateau. Le grand rendez-vous vient à peine de démarrer. Donc, si vous venez de nous prendre, vous n'avez encore rien raté. À part la météo, et si vous restez, vous aurez encore le temps de la revoir. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. L'hémorroïde est une maladie difficile à gérer et on ne sait pas toujours comment s'en débarrasser. Heureuse d'annoncer son invité sont déjà là pour nous entretenir sur le sujet. C'est dans Nature et Bien-être. Avez-vous comme projet pour cette nouvelle année de créer votre entreprise? Dans Autant Savoir, nous allons vous dire comment procéder pour y arriver. Le respect des droits humains, on ne finira jamais d'en parler. Où en sommes-nous au Bénin? Y a-t-il une véritable avancée avec la nouvelle commission des droits de l'homme et la prestation de serment de ses membres? On s'y penche dans la rubrique Experts. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et il aura bel et bien lieu avec Amandine Agnambossou au commande. Amandine, que nous rejoignons pour la présentation des titres. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous Agnès Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, au menu du journal ce soir, la rareté du poisson au port de pêche de Cotonou. Le climat n'est pas favorable à la pêche. Les filets des pêcheurs sont de plus en plus vides. Journée nationale des tortues marines, c'est aujourd'hui 8 janvier. Les manifestations se sont déroulées à Grand Popo, une occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces espèces en voie de disparition. Nous allons également nous intéresser à l'élevage de cailles, l'autre oiseau domestique dont la chair tendre est très appréciée. Le développement de tous ces titres est dans une quarantaine de minutes. Amandine Agnambossou, eh bien Estelle Pazot vous dira que ce n'est pas que sa chair qui est appréciée, ses yeux aussi sont très appréciés. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au niveau du grand rendez-vous. En attendant, on vous retrouve à 19h45 et le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Autant savoir. Autant savoir ce soir s'intéresse à la création d'entreprises. Je suis sûre, beaucoup rêvent d'avoir leur propre société, leur propre entreprise et ne savent pas toujours où trouver les bonnes informations. Eh bien, ces informations, elles seront à votre portée ici ce soir. Restez juste bien assis et bien accrochés. On se retrouve tout juste après ce reportage. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet
du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises. L'obtention de la carte professionnelle de commerçant d'une durée de validité de 2 ans. Les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA. La durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS est la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. L'APS est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le Code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. Voilà, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous et bien avec le DG de l'APS. Vous entendez bien, l'Agence de promotion des investissements et exportations. Nous allons parler des formalités pour une mise en route de votre entreprise. Bonsoir, DG. Bonsoir, madame. Vous vous appelez Gangbès Laurent et vous êtes bien le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, madame. D'accord. Déjà, avant tout propos, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que véritablement on a un engouement autour de la création d'entreprises ici au Bénin? Je dirais sans contexte, oui, madame. Lorsqu'on prend les statistiques de création d'entreprises au Bénin, depuis 2016, les créations d'entreprises, le nombre de créations d'entreprises augmente de à peu près 12% chaque année. Entre 2016 et 2017, nous avons connu une croissance du nombre d'entreprises créées d'à peu près 14%. Entre 2017 et 2018, nous sommes à peu près à 22 000 créations d'entreprises en 2018, ce qui avoisine à peu près les 13% de croissance en plus du nombre d'entreprises créées dans notre pays en 2018 par rapport à 2017. D'accord. Mettons en termes de chiffres plus terre à terre, est-ce qu'on peut chiffrer à peu près par mois ou par an le nombre d'entreprises qui sont créées? Sans contexte, madame, aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des agences de l'APIEX, nous créons à peu près 70 entreprises par jour. Par jour? Par jour. Chaque jour se créent au moins 70 entreprises au Bénin, aujourd'hui. Oui. Nous avons également des statistiques journalières, des statistiques par semaine, des statistiques par mois. Tous les mois à peu près, nous sommes à 2000 entreprises, 2000-2200 entreprises créées dans notre pays, tous les mois. Ça fait qu'on tourne autour de combien là? À peu près 22 000 à 23 000 entreprises sont créées chaque année au Bénin. Donc nous sentons vraiment une reprise de la création d'entreprises, un vrai engouement en fait pour la création d'entreprises de la part en fait des Béninois. D'accord. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi cet engouement? Je pense qu'il y a deux raisons majeures. Vous savez que auparavant, pour postuler au marché public, il fallait être une société. Aujourd'hui, pour postuler au marché public, vous pouvez être simplement une entreprise personne physique. D'accord. Du coup, nous avons tout un pan en fait de l'économie informelle qui, eux, n'étaient pas du tout immatriculés et qui faisaient en fait leur business sans être formalisés, qui se sont dit qu'il y avait là une opportunité. Il y avait un filet, comme on le dit. Une opportunité justement pour pouvoir obtenir en fait des marchés. Et du coup, ils se sont engagés en fait dans ce processus en fait de formalisation. Et donc, nous avons beaucoup de créations d'entreprises, personnes physiques actuellement au Bénin. D'accord. Mais il y a parfois ce doute-là. On n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre une société, un établissement, une entreprise. Est-ce qu'il y a une différence ou il y a une nuance? Oui, il y a une différence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise personne physique, c'est-à-dire c'est en votre seul nom. Vous créez une entreprise, vous avez une activité,
créez une entreprise, vous immatriculez, et vous, soit vous vendez une marchandise, soit vous êtes en prestation de service. Si vous voulez vous mettre en société, vous avez des actionnaires qui apportent un certain nombre de capitaux pour constituer l'entreprise, et là, effectivement, vous vous immatriculez en tant que société anonyme, société à responsabilité limitée, et donc vous êtes donc une entreprise sociétaire avec des parts sociales. Et donc il y a une vraie différence entre les deux types en fait d'entreprises. Entreprise personne physique, une entreprise individuelle, entreprise personne société, et là vous êtes en société avec d'autres personnes qui viennent apporter du capital dans votre entreprise. D'accord. Alors, de tout temps, on disait que le processus pour pouvoir avoir une entreprise au Bénin était long et ardu. Et voilà, vous nous parlez de 70 entreprises créées par jour. Est-ce que le processus, entre-temps, a été fluidifié? Le processus a été fluidifié parce qu'un certain nombre de dispositions législatives ont été prises en fait, dans notre pays pour susciter l'engouement des personnes à créer leur entreprise. Et on ne pouvait pas mettre en place en fait, ces facilités d'un point de vue légal sans travailler sur les processus de création. Parce que si on laisse en fait, le processus de création difficile d'accès, compliqué, quelles que soient les réformes législatives engagées par le gouvernement, on aura toujours ces difficultés pour permettre en fait, à nos concitoyens de créer leur activité, créer leur business. Donc du coup, on a agi sur les deux. Le gouvernement a agi sur la facilitation d'un point de vue législatif de l'environnement des affaires. D'accord. Et donc du coup, il est très facile aujourd'hui au Bénin de faire des affaires. Par contre, est-ce qu'il est pour autant facile de créer son activité, son entreprise? Et donc, nous avons agi sur ça. Et donc aujourd'hui, il y a une facilité, mais je veux dire même déconcertante pour quelqu'un qui veut créer son entreprise de pouvoir le faire. Ça ne coûte que 10 000 francs CFA pour créer son entreprise, pour avoir un registre du commerce au Bénin aujourd'hui. Pour les personnes physiques et pour les entreprises sociétaires, c'est 17 000 francs CFA pour créer son entreprise. D'accord. Le coût a diminué énormément. Ah, le coût a énormément diminué. Aujourd'hui, on demande, non seulement le coût a diminué, mais le processus de création qui auparavant... Il y a une certaine forme de célérité? Ah oui, aujourd'hui, vous savez, lorsque vous venez à la PIEX pour créer votre activité, vous avez toutes les informations sur le site de la PIEX avec les formalités qu'il faut remplir, les documents qu'il faut présenter. Une fois que vous les avez présentés à la PIEX... Justement, rappelons un peu ces documents-là pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui ont peut-être envie de créer leur entreprise. Quels sont ces documents à fournir? C'est très simple, une carte d'identité, un extrait d'acte de naissance, l'activité de l'entreprise, c'est tout ce qu'il faut pour créer son activité au Bénin. Et une fois que vous l'avez présenté à la PIEX, en 1h30 minutes, en 1h30 minutes chrono, nous sommes capables de vous délivrer tous les documents qui attestent de la création de votre entreprise. D'accord. Quels sont ces documents, justement, auxquels vous avez droit quand vous créez votre entreprise? Nous immatriculons l'entreprise au RCCM, au registre du commerce. Nous publions en ligne sur le site de la PIEX également la création de l'entreprise. Ce que nous faisons également, c'est que nous immatriculons les entreprises à l'IFU, c'est-à-dire que les entreprises n'ont plus besoin d'aller aux impôts pour se faire immatriculer. Donc, ils ont leur carte IFU au niveau de la PIEX. Nous déclarons la déclaration d'existence de l'entreprise qui était demandée en fait aux entreprises une fois que l'entreprise est créée. On leur demandait d'aller aux impôts faire une déclaration d'existence. Nous avons supprimé. Comme on le dirait, c'est un service global. Global, complètement global. La déclaration à la Direction générale du travail également se fait au niveau de la PIEX et l'établissement de la carte d'entrepreneur
se fait également à la pièce et même la carte d'importateur et la carte de commerçant. Tout cela se fait au niveau du guichet unique en 1h30. Mais attendez, ne me dites pas que tout ça est compris dans les 10 000 ou les 17 000. Quand vous voulez la carte d'importateur, par exemple, vous payez un supplément ou c'est... Ah, pas du tout, pas du tout. Tout cela est compris en fait dans les 10 000 francs lorsque c'est une personne physique et dans les 17 000 francs lorsque c'est une entreprise sociétaire. D'accord. Maintenant, est-ce que l'entreprise, après création, a droit à certaines facilités, un certain accompagnement de la part de la pièce ou bien dès que vous leur fournissez les documents nécessaires pour la création de l'entreprise, vous les abandonnez, vous les lâchez? Non. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a voulu mettre en place un dispositif global, travailler sur le climat des affaires et mettre en place un dispositif qui permette justement aux entreprises de pouvoir se créer, se développer de manière très facile, très aisée dans notre pays. D'accord. Nous prenons les entreprises, lorsque les entreprises viennent nous voir, nous les accueillons, nous répondons à leurs besoins, nous les créons et nous les suivons. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient, nous allons les conseiller, nous allons l'accompagner au niveau également des exportations. Si l'entreprise doit exporter, nous avons un dispositif qui permet en fait d'aider l'entreprise à l'export. Et puis, le conseil va également dans le sens de tout ce qui est code des investissements. Vous savez que nous avons dans notre pays un dispositif du code des investissements qui permet d'exonérer de l'impôt sur les sociétés, les entreprises, pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 9 ans. D'accord. Donc, nous conseillons l'entreprise et nous lui disons, nous leur donnons l'information sur les documents qu'il lui faut pour déposer sa demande pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 5, 7 ou 9 ans. Merci, M. Laurent Gangbay. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On n'a pas fini d'en parler. Et déjà, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà prendre le rendez-vous. On aura un autre expert ici sur ce plateau qui va nous parler de comment faire durer son entreprise après création. Parce que le tout ne suffit pas de la créer. Il faut encore qu'elle puisse vivre longtemps au-delà de la création. Vous aurez peut-être l'occasion d'avoir encore le DG Appiah sur ce plateau une autre fois. En attendant, on passe à une autre rubrique, l'expert. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez, dorénavant au Bénin, nous avons une commission pour les droits de l'homme et d'ailleurs, ses membres ont prêté serment et vous connaissez notre expert en droits humains sur ce plateau, c'est Fidèle Kikan, il est avec nous pour en débattre. Est-ce que cela fait évoluer justement la préservation des droits humains ici au Bénin? On en parle avec notre expert Fidèle Kikan. Bonsoir. Bonsoir et meilleurs vœux à toi. Beaucoup de bonheur, hein? Vous n'avez pas encore eu l'occasion de présenter vos vœux aux téléspectateurs? Ben oui, voilà, je souhaite aux téléspectateurs de vivre une année plus protectrice des droits de l'homme, voilà, tout simplement. Sacré Fidèle, plus protectrice des droits de l'homme, on vous a compris. Alors dites-nous, est-ce qu'avec cette commission des droits de l'homme, nous avons évolué en matière de préservation de nos droits? Alors, je dirais, vous me voyez tout souriant, pas parce que c'est le début de l'année. Nous avons beaucoup progressé parce que c'était en fait le pion essentiel qui manquait dans, disons, le dispositif institutionnel de protection et de promotion des droits de l'homme dans notre pays. Et non seulement ça fait progresser les droits de l'homme au Bénin dans le fait, mais ça rehausse en fait la détermination du Bénin, la détermination au niveau de la qualité de la volonté politique et de la volonté institutionnelle à faire bouger la chose des droits humains. Parce que quand vous partez sur la loi qui a préparé l'arrivée de la commission, que sur la qualité des personnes qui sont là, que sur la qualité des personnes qui vont diriger le bureau, ben, on a envie de dire ouf. Et, un ouf de soulagement. Soulagement et satisfaction et pourquoi pas une grosse fierté d'être béninois en ces temps-là. D'accord, maintenant, qu'est-ce que les Béninois ont à attendre et espérer de cette commission des droits de l'homme? Alors, la loi 2012 a, disons, énumérer une kyrielle d'attributions à la Commission béninoise des droits de l'homme. Mais il faut juste comprendre simplement en 3 points le rôle de la Commission. La Commission a un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'elle va émettre des avis et des recommandations au gouvernement sur des questions spécifiques,
soit individuels ou publics ou en association, sur les questions de droits de l'homme. La commission a un deuxième rôle, c'est le rôle de contrôle. Et c'est dans ce rôle de contrôle de la commission que s'opèrent toutes ces attributions de protecteur des droits de l'homme. C'est-à-dire que s'il y a des situations de violation, s'il y a des allégations de violation des droits de l'homme, des personnes individuelles comme des associations peuvent les porter devant la commission qui a obligation, selon les moyens que l'État est obligé de mettre à sa disposition. J'aime bien le selon. Oui, parce que parfois tout est une question de moyens. Oui, mais vous ne m'avez pas suivi la fin de la phrase, parce que j'ai dit selon les moyens que l'État a obligation de mettre à sa disposition. À obligation. Puisque l'une des fiertés de cette commission, in fine, c'est qu'elle semble répondre à tous les principes de Paris. Elle devrait être autonome quand même. Elle est autonome, elle est indépendante, en tout cas dans le cadre législatif qu'il a mis en place, et aussi dans le processus qu'il a mis en place. Elle est totalement autonome. Figurez-vous par exemple, le président du bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme présentera de façon indépendante son budget directement devant l'Assemblée nationale au titre de la loi. Donc c'est une évolution. Et je disais donc que ce que les gens doivent attendre de cette commission, c'est que cette commission, au vu de ses moyens très larges et de ses pouvoirs assez étendus, peut s'auto-saisir sur des questions d'allégations de violation des droits de l'homme, faire des recherches, et émettre des rapports, et sur la base de ces rapports-là, émettre des recommandations qui, je crois bien, doivent être suivies en matière de réparation ou en matière d'enquête complémentaire pour pouvoir remettre ceux qui ont été victimes de violations des droits de l'homme dans leurs droits. Donc, nous venons de parachever un élément très important et nous allons dire particulièrement au gouvernement qui est là qu'après les dispositifs ou les dispositions qui ont été prises pour humaniser nos prisons, après, disons, l'acte héroïque qui a été pris pour pouvoir commuer la peine des 14 condamnés à mort et donc définitivement abolir la peine de mort, c'est un troisième point fort qui vient d'être marqué dans la volonté de pouvoir mieux défendre et protéger les droits de l'homme au Bénin. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'au Bénin, donc, les droits humains sont des questions fondamentales et qu'on y tient véritablement? Est-ce que c'est une façon de montrer notre bonne foi? Il ne faut pas verser non plus dans l'émotion parce que, en fait, la survenue ou l'arrivée de la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas une panacée en soi. D'accord. On va voir tout ça à la lumière des décisions, des actions que cette commission va prendre. Mais vous, personnellement... Mais aussi, oui, personnellement... Vous y croyez quand même, hein? Bien sûr, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Déjà, j'ai fait allusion à la loi qui est assez ambitieuse et déjà d'office, nous sommes, je ne vais pas dire de gros mots ici, mais la Commission béninoise des droits de l'homme est d'office de statut A. Statut A, c'est-à-dire conforme à tout point de vue par rapport aux exigences des Nations Unies. Parce que quand on voit la loi, on ne peut pas dire autrement. Alors, confiant aussi par la qualité intrinsèque des personnes qui sont là. C'est des personnes qui représentent la commission. C'est des personnes qui ont lutté pour que la commission soit là. C'est des personnes qui, individuellement prises, étaient des défenseurs des droits humains. Étaient des défenseurs des droits humains et ont acquis une certaine notoriété, une certaine probité en matière de défense des droits de l'homme. Donc, arriver maintenant à cette aubaine que la nation leur donne, que la loi leur donne, ne pas en profiter, ne pas en user, ne pas en suriser, ça va être quand même assez étonnant qu'une personnalité comme Clément Kapochichi soit dans une commission qui ne fasse pas bien le boulot, qu'une personnalité comme, j'allais dire, Prince Agbodjan ne fasse pas le boulot. On y croit à toute cette personne-là, on y croit, permettez. Et puis nous allons les accompagner de nos meilleurs voeux, de nos pensées positives, parce que la tâche ne sera pas facile. D'accord. Alors déjà, moi, je me demandais, quand nous sommes dans un pays où, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine frange de la population qui commence par ne pas véritablement croire au pouvoir judiciaire. Est-ce qu'on peut se dire que cette commission vient un peu redorer aussi le blason de cette confiance-là, spontanée, que devraient avoir les populations en ces instances dirigeantes? Je dirais oui, je dirais non. De toute façon, ils ont la possibilité de s'adresser à des gens qui ne sont ni totalement du gouvernement, ni totalement de la société civile, qui ont une certaine neutralité, une indépendance,
qui peuvent les écouter, qui peuvent les accompagner. Et c'est aussi un autre rôle de la commission que je n'ai pas détaillé ici. C'est-à-dire que la commission, la loi lui donne, la commission béninoise des droits de l'homme, la loi lui donne la possibilité de se comporter dans certains cas portés devant les juridictions comme des amis de la cour. On parle de amicus curiae, c'est-à-dire ils peuvent accompagner la victime juste devant les juridictions en apportant des éléments de recherche qu'elle a eu sur le cas pendant la juridiction pour demander au juge de se fonder sur ces cas-là pour pouvoir accompagner le justiciable. Donc, c'est-à-dire que c'est un ami. La commission est une amie des potentielles victimes de violation des droits de l'homme. Et donc, la population peut dire ouf. De l'autre côté, c'est aussi un ouf pour la société civile de toute façon, parce que ça fait un pont, un médium entre tout ce que nous allons faire et tout ce que nous demandons de la part du gouvernement. Pas que la commission va se substituer aux actions de la société civile, parce que nous serons toujours déterminés. Et d'ailleurs, ça pourrait vous étonner que je dise que si jamais, au regard de la loi, au regard de ses attributions, la commission arrivait ou s'amusait à trahir sa cause, nous serons encore les premiers à pouvoir la remettre à sa place, ou à l'attaquer, ou à œuvrer pour qu'elle soit déclassée au niveau des Nations Unies. Je dis tout à l'heure, par exemple, de Gaulle, je ne serais pas surpris pour que notre commission soit de statut A, mais elle peut être rétrogradée en statut B. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette mission qui a été allouée justement à cette commission des droits de l'homme, cette mission, on puisse véritablement l'atteindre pour une meilleure préservation des droits humains ici au Bénin? Alors, ça demande beaucoup de doigté, de tempérance et de stratégie d'organisation. D'accord. Parce que, là, vous jouez à l'équilibriste. Oui. Déjà, sur le plan matériel, il faut que déjà le gouvernement accompagne la commission à pouvoir disposer de tout ce dont elle doit disposer. Immeubles, meubles, matériel roulant, financier et tout ce qu'il faut. Ensuite... Il y va déjà de l'autonomie. Hein? C'est ça. Ensuite, il ne faut pas que la commission cède non plus à toute la pression actuelle des dossiers en instance. Vous prenez juste l'agenda, le plus gros agenda des droits de l'homme que nous avons, c'est-à-dire les 191 recommandations de l'examen périodique universel, c'est déjà un gros chantier pour la commission. Ensuite, vous avez des cas isolés que je ne vais pas citer ici pour ne pas vous embarrasser. Vous avez de ces cas isolés qui sont là, qui sont irrésolus et qui ont trait aux questions des droits de l'homme, qui seront certainement portés devant la commission. Et donc, elle aura une flopée de dossiers en un rien de temps. Et c'est à elle de pouvoir savoir s'organiser pour garantir à la fois sa crédibilité, sa pertinence locale et populaire, et en même temps sa technicité à pouvoir gérer toutes les questions. D'accord. Alors vous mettez le doigt sur ma prochaine question. Je voulais vous demander, qu'on le veuille ou pas, vous êtes quand même le directeur exécutif de Amnesty International ici. Au niveau de la société civile, vous œuvrez beaucoup pour la préservation des droits humains. Et comme vous le dites aussi bien, le dossier, tout ce qu'ils ont à faire, c'est énorme. Comment définir les priorités? Comment définir les priorités de telle sorte que tout de go, les populations comprennent qu'aujourd'hui, véritablement, elles ont une commission des droits de l'homme qui est là pour les accompagner à préserver leurs droits? Alors, les priorités peuvent être de deux ordres. Les priorités institutionnelles et remettre un peu, comme le dit le Bénin, sur la carte internationale, c'est-à-dire comment faire pour suivre les recommandations de l'examen périodique universel. Et donc, arranger l'image du Bénin par rapport aux responsabilités et aux engagements que nous avons pris sur le plan international. Sur le plan national, sur le plan local, une deuxième priorité qui devait se dégager, c'est comment faire pour que le Béninois vive mieux sur le plan socio-économique, c'est-à-dire adresser les questions des droits économiques, socio-économiques qui se posent au Bénin, parce que c'est la priorité numéro 1. C'est vrai que nous avons encore quelques velléités, quelques actions à faire sur les droits civils et politiques, mais aujourd'hui, comment amener les politiques publiques pour que le PAG, c'est vrai qu'il y a des actions sociales qui sont de plus en plus annoncées, mais que sur le plan programmatique, ça passe en priorité. Que ça passe en priorité et que le dernier des Béninois, dans le dernier village de Malanville ou je ne sais pas où, puisse se sentir mieux vivre ou puisse savoir que si jamais
je n'ai pas assez d'électricité, si je n'ai pas d'eau potable, il y a une institution qui va m'écouter, qui pourra même se déplacer vers moi pour mieux m'écouter et pour pouvoir faire des recommandations plus précises au gouvernement. Merci Fidèle Kikan, c'était un plaisir avec vous. On a parlé un peu de l'état des lieux des droits humains ici au Bénin avec cette nouvelle commission des droits de l'homme, de constitution A, comme le dit Fidèle Kikan sur ce plateau. C'est fini donc pour l'Espère ce soir. Nous passons à une autre rubrique, Nature et bien-être. Heureuse Danondé et son invité vont nous parler bien des hémorroïdes, ces crises difficiles à gérer. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Sylvania Chan. L'hémorroïde est un plexus veineux qui se trouve au niveau du canal anal et du rectum présent chez tout individu. Elle devient pathologique lorsqu'elle commence par entraîner des troubles chez l'individu. Nous avons premièrement une hyperpression artérielle au niveau des plexus hémorroïdaires. Le deuxième facteur est un facteur mécanique qui est lié à un ligament au niveau du pelvis, ce qu'on appelle le ligament de Parkes, qui a pour rôle de soutenir ce plexus veineux. Il existe deux grands groupes d'hémorroïdes qui dérivent de la distribution du plexus hémorroïdaire, d'où les hémorroïdes internes et celles externes. Les différentes recherches scientifiques effectuées permettent de dégager certains facteurs qui favorisent le mal. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'hérédité. Il a été prouvé que lorsque vous avez des membres de votre famille sur certaines générations qui ont développé des hémorroïdes, vous avez un risque plus accru de développer ces hémorroïdes par rapport à la population générale. À part l'hérédité, nous avons des facteurs alimentaires qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'alimentation trop riche en épices, l'alimentation trop riche en viande et l'alimentation trop riche en éléments constipants. En cas d'hémorroïde interne, l'identification se fait lors d'un examen appelé anoscopie, contrairement à l'identification de l'hémorroïde externe. S'agissant des hémorroïdes externes, le diagnostic est très simple. Il se fait pendant l'examen clinique que réalise le médecin. Le malade est mis dans une certaine position et le médecin écarte simplement les fesses. Et ça lui permet de regarder au niveau de l'anus et de faire le diagnostic. Caractérisé par une douleur au niveau de l'anus, des saignements ou les boules de chair, l'hémorroïde requiert une multitude de traitements qui dépendent du stade évolutif de la pathologie. La première chose à faire, c'est de réduire la consommation de la viande, des boissons alcoolisées, des épices, des moyens médicamenteux. Nous avons les médicaments qui sont des vénotoniques, qui augmentent la tonicité des veines. À part les moyens médicamenteux, nous avons les moyens instrumentaux, nous avons les moyens chirurgicaux. Au niveau de l'anus, plusieurs autres pathologies sont présentes et semblables à l'hémorroïde. Cependant, elles sont pour la plupart plus graves et mortelles. Exemple du cancer de l'anus, dont les symptômes sont similaires à ceux de l'hémorroïde. Merci à Sylvania Chanon pour son reportage. Nous allons en discuter donc sur ce plateau. Nous parlons des hémorroïdes, ces crises si difficiles à gérer. Heureuse Danondé est déjà là. Heureuse Danondé, bonsoir. Bonsoir Raniat Bello. Comment vous allez? Je me porte bien et vous? Bien, merci. Toujours à vos avec côtés. Votre chapeau? Eh oui, on ne change pas le chapeau qui gagne. Ah mais ça c'est vrai. D'accord, donc à vos côtés, nous avons Rodolphe Villon, vous êtes protologue. Oui, madame. Et donc avec vous, nous allons parler de l'hémorroïde.
Effectivement. naturellement. Les protologues, on le reçoit souvent ici en tant que hépatogastro-entérologue, mais là, il est là parce que il est spécialiste également, je dirais, entre griffes de l'anus, des questions liées à l'anus. Exactement. Et Il faut présenter des excuses aux téléspectateurs parce que c'est peut-être l'heure du repas. Donc, excusez-nous. Et voilà, on va encore présenter... il faut en parler, On va encore présenter des excuses déjà pour les images qui vont suivre, des images que les téléspectateurs auront à voir, mais qu'on le veuille ou pas, ces images sont choquantes, mais ça parle de nous, c'est notre santé, d'autant plus que l'hémorroïde, certainement vous allez le confirmer, il paraît qu'un adulte sur 2, déjà à partir de 50 ans, en souffre. À partir de 50 ans. À partir de 50 ans. Et ceux qui commencent plus tôt, c'est quoi le problème? Voilà, si c'est une anomalie, je ne saurais le dire, mais le médecin est là pour nous donner toutes les précisions. Je crois que l'avantage que ce soit à l'heure du repas, c'est qu'il y a des aliments qui sont contre-indiqués quand on souffre d'hémorroïdes. Donc, s'ils sont en train de manger le mauvais aliment, ils n'auront qu'à déposer la fourchette. Non. Mais on ne va pas parler du traitement aujourd'hui. Demain, on va parler du traitement. D'accord. Alors, docteur, lorsqu'on parle de l'hémorroïde, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Parce qu'on a eu, à travers le reportage, le chirurgien qui a donné, lui, sa perception de la chose. Voilà, selon vous. Oui, selon tout médecin, Oui. quand on parle donc d'hémorroïdes, Oui. il faut savoir que la définition n'est pas assez précise donc, dans la société. Et là, parce que tout sujet sain a des hémorroïdes. Tout sujet sain, tout le monde. Un peu comme l'appendicite. C'est un peu comme l'appendice. L'appendice, voilà, c'est le mal, l'appendicite. Maintenant, Voilà. s'il naît donc s'il y a une anomalie et qu'on ne lui retrouve pas donc l'appendice, donc ça fait autre problème. Mais tout sujet sain a des hémorroïdes. Et ça, les hémorroïdes sont donc des plexus veineux disponibles anatomiquement chez tout le monde et au niveau donc du canal anal. D'accord. On parle maintenant, en fait, ce que disent les patients ou bien donc les personnes habituellement pour dire dès qu'il y a une manifestation donc au niveau de la marge anale, ils en prennent pour une poussée ou bien une crise hémorroïdaire. Tout n'est pas crise hémorroïdaire, mais la maladie, on parle aujourd'hui donc de la maladie hémorroïdaire et cette maladie hémorroïdaire est liée bien sûr au plexus veineux hémorroïdaire. Donc, ce sont ces mêmes plexus. Vous allez essayer de nous éparer exactement. un peu des termes techniques, soyez beaucoup plus terre à terre. Très bien. Quand on parle de plexus veineux hémorroïdaire, c'est un réseau de veines, au fait. On va nous aider peut-être, le réalisateur va nous aider avec quelques images que vous allez essayer de décrire, des schémas. Donc, c'est un réseau, au fait. Là, sur ce schéma, on voit tout de suite dessiner la lésion un peu turgescente au milieu et un peu à gauche. Oui. Là, ce sont donc on parlera là de maladies hémorroïdaires internes. Internes, ce qui est plus haut. Oui. Ce qui est un peu rouge aussi en bas et à droite, là, c'est une maladie hémorroïdaire. Maintenant, c'est passé donc à gauche, c'est une maladie hémorroïdaire externe, ce qui est en bas. Voilà, c'est même plus précis sur les images cette image cette fois-ci. D'accord. Et là, au fait, toute personne qui parle donc d'hémorroïdes, au fait, il ne faut pas parler donc d'hémorroïdes. Si c'est bien confirmé. On peut parler plutôt de crise hémorroïdaire. Oui, on peut parler de crise hémorroïdaire, mais ce qui est recommandé actuellement, c'est de la maladie hémorroïdaire parce que quand on dit hémorroïde tout court, nous avons tous donc des plexus veineux appelés donc les hémorroïdes. L'hémorroïde déjà, ce n'est pas la maladie. C'est pas la maladie, c'est ça. Il faut faire la part. Quand est-ce que la crise, la maladie se manifeste? Quand est-ce qu'on parle de la maladie? Voilà. Très bien. On parle donc de la maladie quand ces plexus hémorroïdaires disponibles et présents chez tout le monde présentent donc une anomalie. Soit donc ces plexus, c'est un réseau de veines qui peut être un peu plus dilaté, ou bien ça fait mal en rapport avec donc des troubles de circulation, ou bien ça saigne. D'accord. Qu'est-ce qui les amène à saigner au fait? Au fait, ça saigne si, avant que ça ne saigne, il faut que déjà qu'il y ait certaines dilatations, il y ait certains troubles donc, de la circulation sanguine à l'intérieur donc, des capillaires de cette zone, des capillaires donc, de ces plexus hémorroïdaires. Quand il y a ces troubles, ça peut conduire à une fragilation donc, de ces veines et ça peut saigner. Ou bien ça peut conduire à la formation donc, de dépôts de caillots appelés thromboses.
Mais est-ce que c'est à force de pousser? Je me demande, heureuse. Parce que souvent, dans l'opinion publique, c'est à force de pousser qu'on développe cette maladie hémorroïdaire. Mais on pousse tous à un moment ou à un autre. Très bien, ça c'est une très bonne question. Vous savez, c'est que c'est là, on rentre donc dans les facteurs favorisant. Donc une maladie hémorroïdaire. On a tous donc des plexus hémorroïdaires, on a tous donc des hémorroïdes, mais il faut que ces facteurs viennent donc les déclencher, viennent les mettre donc dans des situations où ils ne sont pas donc dans les normes qu'il faut. Quels sont ces facteurs? Et ces facteurs, nous avons donc les facteurs, d'abord donc les troubles liés donc au transit, tels que donc la constipation, c'est que tu y vas à la selle, mais là tu constates que donc les selles sont dures. Surtout, c'est une constitution donc terminale, les selles sont dures et il faut mener beaucoup d'efforts pour ressortir donc ces selles. Là, il y a déjà donc un effet mécanique, un effet donc un jeu qui se passe sur. Parce que c'est une région anale, une force sur cette région anale où se situent les plexus. Et cette force donc conduit encore au relâchement ou bien à la dilatation donc des veines qui sont donc dans ce plexus, dans cette zone. Et c'est cette dilatation qui peut conduire par la suite donc à un saignement ou bien à une sortie, on parle donc de prolapsus. Donc c'est que cette zone, la portion, donc le plexus hémorroïdaire donc glisse jusqu'à sortir au dehors. Et c'est là, on parle donc de maladie hémorroïdaire, mais de prolapsus hémorroïdaire. Et il n'y a pas les constipations? Il y a aussi la diarrhée, donc le fait donc de faire les selles, à répétition. Regardez, peut-être que vous avez déjà fait. Mais là, c'est quand même molle. Oui, les selles sont molles ou bien même liquides. Oui, mais là, quelle est la pression? Très bien. Et voilà. Je vous explique. Le fait, donc le passage répété donc, de ces selles molles ou bien de ces selles liquides irrite le canal. D'accord, une irritation. Et cette irritation va conduire aussi donc, à la fragilisation donc, des veines des plexus donc, hémorroïdaires. D'accord. Je crois que c'est à ce niveau, je comprends vos statistiques. Hein. Ça se conçoit alors qu'on puisse parler d'une personne sur deux qui souffre de maladie. Mais là, c'est déjà à partir de l'âge de 50 ans. Oui, parce qu'on fait tous à un moment ou à un autre, on a des selles molles, à un moment ou à un autre, on pousse beaucoup plus. C'est-à-dire que tout le monde peut développer cette maladie hémorroïdaire. Oui, au fait, il y a donc aussi des facteurs héréditaires. Il y a donc des facteurs aussi donc, liés. Il y a aussi donc la famille. Il y a des familles, quand on dit facteurs héréditaires, c'est que au cours donc de c'est que les parents donc là après donc la reproduction, les enfants donc peuvent hériter cela donc de leurs parents donc de par les gènes. Et puis au fait ils ont peut-être donc des plexus hémorroïdaires beaucoup plus fragiles et dès qu'il y a donc les facteurs mécaniques qui vont avec, là ça se déclenche. Oui, mais je me demande, ces facteurs mécaniques sont presque présents chez tout le monde. C'est présent, on vit avec. Ça veut dire que vous recevez beaucoup de patients qui souffrent de maladies hémorroïdaires. Mon collègue qui a dit que c'est un malade ou bien un patient sur deux, c'est par rapport à ces statistiques. Mais donc par là, rapport au vôtre. Par rapport à notre statistique et surtout en gastro, donc là, c'est que je suis sur donc les malades qui viennent pour donc des maladies donc de la région, mais des affections donc de la région anale. Donc j'en vois au moins 80%, même plus que 80%. Donc au fait, bien sûr, docteur, ce qui préoccupe aussi très rapide, parce que le temps là qui nous a dit va rester à sa fin, on va revenir demain pour plus de détails, mais là, comment beaucoup plus reconnaître? On a quelques images, le réalisateur a essayé d'envoyer une image pour que vous nous confirmiez que ça c'est une maladie hémorroïdaire. Là, et ce qui n'est pas maladie hémorroïdaire, cher réalisateur, si vous pouvez nous aider à avoir les images très rapidement, ça nous fait, voilà ça. Là, c'est une maladie hémorroïdaire. C'est comme ça cela se présente. Ça, c'est comme ça se présente. Ça, c'est une maladie hémorroïdaire qui est sortie. Là, c'est externe. C'est une maladie hémorroïdaire interne, mais extériorisée. C'est de l'intérieur. Extériorisée. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut ça peut s'associer aussi à une maladie hémorroïdaire externe. Si on était plus proche, on peut voir peut-être que, oui, le plexus hémorroïdaire externe est aussi dilaté. Et puis, les deux peuvent s'associer. Donc, on a deux plexus. On a interne et puis on a externe. Et là, quand c'est les deux qui sont dilatés, on parle donc de maladie hémorroïdaire. Une autre image, là, c'est aussi une maladie hémorroïdaire, mais toujours, ça vient donc de l'interne. Et puis là, même, c'est ulcéré. Une série. Ulcéré. Donc, il y a une petite plaie. Il y a une petite plaie donc, sur ça. D'accord. Une autre image, réalisateur, très rapidement, si vous nous le permettez. Heureuse d'annoncer, il vous reste exactement 30 secondes. C'est pas la bonne. 30 secondes. 30 secondes pour conclure. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, en tout cas, n'arrivent pas à identifier. Et tout le monde a des douleurs au niveau... Heureuse d'annoncer, on va les inviter à aller chez le podologue dès qu'ils ont mal, n'est-ce pas? C'est ce que vous direz. Il le faut parce qu'à un
toute douleur anale n'est pas toujours une douleur hémorroïdaire. D'accord, il faut aller Ça chez peut un être spécialiste. lié à un cancer et il faut vite donc le diagnostiquer et sauver la personne. C'est là l'intérêt donc de consulter. En regardant juste les images, on ne peut pas s'assurer si ce n'est pas un cancer ou pas. Il faut toujours un examen Parce qu'il d'un médecin. y a un organe qui sort parfois et on pense que c'est l'hémorroïde. On y revient. Vous seriez encore là demain pour en parler, Rose Danondé. Merci, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces images, mais il fallait en parler puisque les chiffres sont là. 80% de patients au niveau de notre docteur que nous avons reçu ici qui souffrent de cela. Il fallait qu'on en parle. Toutes nos excuses pour ces images choquantes. Rose Danondé, il revient demain pour vous faire peut-être des propositions de solutions pour atténuer le mal, pour pouvoir le guérir. Est-ce qu'on en guérit ou pas? On en parlera, mais en attendant, vous le savez, l'heure du journal est sacrée. Nous allons nous rendre à la rédaction pour laisser Amandine Agnambossou présenter le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Les activités de pêche tournent au ralenti au port de pêche de Cotonou. Les filets des pêcheurs sont de plus en plus vides et pour cause la période de l'harmattan. Aujourd'hui, 8 janvier, c'est la journée nationale des tortues marines, une occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces espèces en voie de disparition. Plusieurs activités ont été prévues à l'occasion. La caille, c'est une petite volaille dont la chair tendre est très appréciée, facile à élever pour les œufs, elle ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place dans un jardin. Merci de votre fidélité au marché du poisson frais. Vendeuses et clientes se plaignent. Les filets des pêcheurs sont souvent vides. Certains parlent de l'harmattan. Les pêcheurs sont rarement en haute mer car le risque de chavirement est trop grand. Gloria Oni, Louis Koudogbo pour plus de détails. Au port de pêche de Cotonou, les poissons frais se font rares. Plusieurs raisons expliquent cette rareté et c'est le panier de la ménagère qui s'en ressent. En ces temps-ci, il n'y a pas assez de poissons. C'est par rapport au climat et aussi l'harmattan aussi nous embête aussi d'y aller à la pêche en ces temps-ci. Il n'y a pas assez de poissons ces temps-ci. Parfois, on en a assez, mais il arrive des moments où c'est très rare. Les pirogues accostent presque vides. La pêche n'a pas été fructueuse. L'attente des revendeuses est longue et parfois vaine. Il n'y a pas assez de poissons. La clientèle est rare. Nous revendons la marchandise de 2000 à 2200, celle de 3000 à 3300 et celle de 5000 à 5500 francs CFA à la clientèle. Conséquence de cette rareté, la flambée des prix du poisson. Difficile alors pour les revendeuses de faire écouler leurs marchandises. Ces derniers temps-ci, le poisson coûte relativement cher. Parfois, on vient, l'argent qu'on amène au marché, on n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Parfois, on vient, c'est cher, on se débrouille, on achète. Le poisson frais est réputé comme un aliment sain pour l'organisme. Bon nombre de Béninois préfèrent les poissons frais selon les informations glanées sur le terrain. La tortue, en tant qu'espèce migratrice, est souvent menacée dans son ensemble. Compte tenu du rôle qu'elle joue pour l'évolution de l'écosystème, une journée nationale a été initiée pour sensibiliser les populations sur l'importance des tortues marines afin de les amener à un changement de comportement. Marie Djengue, géographe aménagiste, revient sur les objectifs de cette journée. Elle est au micro de Lazare Mingan et Igor Ayosso.
c'est la journée nationale des tortues marines. C'est une journée décrétée par les éco-gardes. C'est des gens bénévoles qui sont sur toute la côte béninoise des 125 km qui aident à libérer les tortues si ces espèces viennent sur la plage pour la ponte. Donc c'est eux-mêmes qui ont décrété cette journée pour célébrer la tortue, pour pouvoir sensibiliser la population locale et aussi les autorités à divers niveaux pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ces espèces au niveau mondial, régional et national. Et le 10 de chaque année qui est décrété pour la journée nationale de Vodou, nous profitons aussi avec les dignitaires pour faire le lâcher symbolique des tortues marines avec les dignitaires. L'importance de la tortue, vous savez que le Bénin est un pays qui a la chance d'avoir l'océan et les espèces qui sont autour. Et par rapport à ces espèces-là, notre pays, le Bénin, a déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection de ces espèces, parce qu'on sait que Dieu a créé chaque espèce pour un but. Donc les tortues marines sont créées aussi pour un but. Par exemple, dans les tortues marines, c'est des espèces qui mangent les algues et les méduses. Et ces méduses-là empêchent l'évolution des poissons. Donc ces tortues marines-là, s'ils mangent les méduses, ça permet la reproduction de certaines espèces de poissons où on arrive, que nous-mêmes nous arrivons à manger. Donc le but de la tortue mange les méduses, mais ça permet aussi l'évolution des poissons. Nous avons 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise. Chaque année, on a la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue lutte et la tortue imbriquée. C'est les 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise pour chaque année. À la sensibilisation de la population locale, à ceux qui aiment manger la viande de tortue, si ces gens sont sensibilisés, ça nous aidera à mieux protéger nos ressources. Des œufs 5 à 7 fois plus petits que les œufs de poule dans nos assiettes. Ce n'est pas de la magie, mais tout simplement l'œuvre de la caille, un oiseau domestique. Son élevage est de plus en plus pratiqué par les Béninois qui en savent d'ailleurs beaucoup sur les apports nutritifs de sa viande et de ses œufs. Reportage. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exiger que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de le protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire,
Le coût de la viande de caille est compris entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1 200 francs chez les grossistes et 1 500 francs, voire 2 000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Hors du Bénin, en Ouganda, la Banque centrale table sur une croissance annuelle moyenne de 7% au cours des 3 à 5 prochaines années. Les investissements dans les infrastructures vont se maintenir à un niveau élevé au cours des prochaines années, ce qui aura aussi des retombées positives sur l'activité et les investissements du secteur privé. L'Ouganda a lancé un vaste programme de construction d'infrastructures, dont 2 barrages hydroélectriques, une autoroute, un nouvel aéroport international et un pipeline qui servira à exporter le pétrole brut. La plupart de ces méga projets sont financés par des lignes de crédit accordées à l'Ouganda par la Chine, qui détient les participations importantes dans les champs pétrolifères du pays. Le lancement de la production pétrolière est désormais prévu pour 2022. Au Kenya, les recettes du tourisme ont bondi de plus de 31% en 2018. Cette performance serait due à une hausse de 37% du nombre de visiteurs étrangers dans le pays. Ainsi, en 2018, ce serait plus de 2 millions de touristes étrangers qui seraient arrivés dans le pays, alors que près de 68 marques hôtelières sont déjà présentes au Kenya. Le pays est-africain vise à attirer de plus en plus d'investisseurs pour devenir l'une des destinations touristiques incontournables du continent africain. Le lancement en 2018 de vols directs entre Nairobi et New York par la compagnie nationale Kenya Airways devrait permettre d'augmenter le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, l'un des plus gros pourvoyeurs de touristes du Kenya. Notons qu'avec les exportations de thé et les envois de fonds en provenance de l'étranger, le tourisme est l'un des 3 plus gros pourvoyeurs de devises de l'économie kenyane. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Voilà, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Amandine Agnambossou était donc au commande du 1945. Vous allez encore la retrouver demain pour le journal. Nous amorçons lentement la descente pour ce numéro du grand rendez-vous, le rappel de la météo. Voilà, terminus, tout le monde descend. L'instant citation. À présent, la citation de ce soir est dans le domaine de l'entrepreneuriat et elle dit ceci. Un entrepreneur a tendance à mordre un peu plus qu'il ne peut mâcher, espérant qu'il va rapidement plutôt apprendre à le mâcher.
Un entrepreneur a tendance à mordre un peu plus qu'il ne peut mâcher, espérant qu'il va rapidement apprendre à le mâcher. C'est une citation de Roy H. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission du Grand Rendez-vous. Je vous retrouve encore demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous.